Donc Bruno, tu es venu nous présenter il y a quelques semaines la Lotus. Cette fois-ci, tu nous présentes la Cupra. Et d'ailleurs, cette fois-ci, je vais en profiter pour me faire un petit coup de pub, une fois n'est pas coutume, pour ma société que j'ai montée en début d'année. C'est une entreprise qui s'appelle Auto Loc Sélection, donc en 3 mots, auto pour automobile, loc pour location longue durée et sélection parce que je suis courtier en financement et donc je sélectionne les meilleures propositions pour mes clients. J'opère en B2B, donc uniquement auprès des entreprises, que ce soit des créations d'entreprises ou des entreprises historiques, et aussi bien pour du monopossesseur type profession libérale comme un infirmier, que des tailles de parc plus importantes de jusqu'à 100 et même plus de véhicules que ça. Donc mon rôle concrètement en tant que courtier et conseiller, c'est d'apporter mon savoir-faire aux entreprises et de les orienter, les guider dans tout ce qui est rédaction d'un cahier des charges pour derrière adopter la bonne stratégie et obtenir les meilleurs financements, enfin les financements les plus adaptés aux besoins du client. Donc j'opère sur toute la France par téléphone et par email et je peux me déplacer aussi sur les Hauts-de-France et en région parisienne. Donc je suis sûr qu'autour de vous, vous connaissez des gens qui ont des besoins en financement automobile. N'hésitez pas à leur en parler, que ce soit votre famille, vos amis ou votre boss si vous avez un véhicule de fonction et que vous voulez rouler dans une plus belle voiture. Parlez-lui de moi, ça lui rendra service et ça me rendra service. Allez, maintenant c'est à vous, on commence. Bon, en ce qui concerne la Cupra, du coup, nous sommes sur une Cupra de quelle année? Donc c'est une Cupra de 2019 que j'ai acheté neuve au mois d'octobre de l'année dernière. Et c'est une série spéciale qui s'appelait Cupra Performance parce que de série, vous aviez déjà le kit gros frein Brembo des Audi RS3 et les jantes forgées, ainsi que les sièges baquets. Les seules options qui étaient disponibles sur cette série-là, c'était le toit ouvrant et une extension de garantie. Tu parlais du coup du kit de frein Brembo, donc on est sur du 4 pistons je suppose? Ouais, 4 pistons, disque donc monté sur bol alu et en 370 mm, pour donner un ordre de comparaison, c'est quasiment la taille d'une jante 15 pouces, donc c'est énorme. Ah ouais. Mais je tiens quand même à préciser, ces jantes là du coup c'est pas les jantes de base, c'était spécifique à l'option du pack qui avant s'appelait Sub 8. Où tu avais des jantes forgées et ça allait avec les freins Brembo. De base, t'as pas des jantes forgées, t'as pas des jantes comme ça. Il y a aussi au niveau des logos, du coup, qui ont changé de couleur. Tout à fait, ouais, donc il est couleur cuivré, cuivré, ouais, donc avant, arrière. Ouais. On disait tout à l'heure hors caméra qu'effectivement on retrouve pas les nouveaux logos Cupra, mais on est sur les simples logos Seat. Ça rend plutôt bien aussi. Ils l'ont sorti du coup avec les Cupra ou pas? Les nouveaux logos Cupra? Non, il n'y a que la TK. Comme c'était un nouveau modèle, ils ont mis le logo Cupra sur la TK, mais sur la Leon, ils ont gardé le S de Seat. Si tu avais de série ce kit aéro latéral que tu n'as pas d'ordinaire. C'est le EA888 et ça c'est la dernière évolution. Donc avant il était en bi-injection. Donc injection indirecte plus injection directe pour les hauts régimes. Et maintenant comme ils ont mis le FAP, ils sont passés en injection directe uniquement. Puisqu'il n'y a plus besoin de l'injection directe pour diminuer les particules à bas régime. Quand la voiture est d'origine dans cette config là actuellement là? Ouais, alors il y a juste effectivement les plus connaisseurs reconnaîtront une boîte ARR 600 et puis j'ai fait sauter l'intermédiaire. Voilà, sinon tout le reste est full stock. Au niveau de l'intérieur, on peut peut-être aller voir. C'est vrai que l'intérieur je le trouve quand même vraiment joli. J'aime beaucoup vraiment ce compteur digital. Il y a juste quelque chose qui m'a marqué tout à l'heure, c'est que le 300, on le voit en haut. En fait, ça va dans l'autre sens. Non, mais en fait, t'as différents, si t'appuies sur ce bouton-là, View, t'as différents types d'affichage de compteurs et du coup, c'était indiqué comme ça sur celui que t'as vu, mais quand on roulera, j'en mettrai un autre, tu verras, c'est pas comme ça tout le temps. Celle-là, c'est une DSG7, c'est ça? Tout à fait, ouais. C'est la DQ381. Au niveau de l'écran, c'est pareil. Du coup, donc ça va pas changer. Il est plus grand que sur les anciennes, ouais. Le nombre de pouces, je le connais pas de tête, mais il est plus grand, ouais. Et puis les sièges baquets dans lesquels. Et puis les sièges baquets, ouais, qui sont vraiment, qui sont en bimatière. On a quoi? On a de l'Alcantara. Et puis je pense du simili-cuir sur les côtés. Ouais. J'aime beaucoup aussi la couleur qui est gris magnétique. Gris magnétique, donc métallisé. Et vraiment très joli. Et puis après j'ai aussi fait un covering noir brillant de la moitié du toit. Ouais. Et je sais pas si ça se verra en image, mais effectivement tu l'as étendu jusqu'à là. Et j'ai rajouté donc une lame à l'avant pour finir le véhicule parce que sinon c'est vrai que d'origine ça fait un peu vide. Ouais. Quelque chose que j'aime beaucoup sur la face avant, c'est que je trouve que les feux, en fait les lignes qui sont assez pointues sur les extrémités la rendent vraiment très agressive. Ça vaut combien? Donc le prix de base de cette série là c'était 40 950 €. Après tu pouvais rajouter le taux ouvrant, ça devait être 870 €, quelque chose comme ça. Du coup bon bah voilà, en termes de prix, je te dis il y avait un avantage prix de 2200 € par rapport à si tu l'achetais configuré comme ça mais en dehors de la série spéciale et du coup en réalité tu es plus dans les 43 000. À comparer avec une Golf en termes de prix? En fait la difficulté avec la Golf, donc l'équivalent ça va être la Golf TCR.
mais qui est pas strictement identique parce que elle a pas les freins DRS3. Je sais même pas si les jantes sont forgées. Par contre, elle a d'autres avantages. Elle a un écran central qui est beaucoup plus grand. L'écran digital, c'est pareil, il est plus large. Donc ici, tu as des vérins au lieu d'avoir une barre. Donc, et puis, tu as un kit déco. Enfin, c'est différent. Mais le truc, c'est que la remise qui est appliquée sur une Leon Cupra est beaucoup plus importante que ce que tu peux avoir sur une Golf TCR. Grosso modo, j'évalue prix clé en main l'écart à 15 000 € si tu as bien négocié ta Cupra. Ouais. Tout à l'heure, on parlait de bruit. Je voudrais bien voir ce que ça donne du coup si tu peux la démarrer et faire quelques petites montées en régime. Ouais, bah tu vas être déçu. Hein, ah ouais. Ouais, comme ça là. Elle est chaude. Je me permets juste de faire une petite critique que je t'avais déjà fait tout à l'heure. Je suis pas très fan sur les Cupra. Voilà, exact. J'aime pas trop. Ah, il n'y a pas de souci. Je suis pas très fan de ces canules effectivement qui sont circulaires mais surtout très aplatis. On dirait vraiment sur la longueur. Et ben c'est maintenant que ça arrête la vidéo alors. J'aime beaucoup le logo de couleur cuivre. Pareil, d'origine le Cupra en noir. Ouais, d'origine, ouais. C'est vraiment très sympa. Et ça, je suis sûr que maintenant, tu vois, les modèles, ils les proposent, tu vois, avec des inscriptions en noir. Je suis sûr que parce que les constructeurs doivent voir que tout le monde le fait sur les réseaux sociaux. Ils vont se dire, à mon avis, bah tiens, ça plaît, donc on va le proposer d'origine. Sans gestion, ça sort quoi? 290, 300 chevaux? Alors on l'a passé au banc. Donc en valeur de couple, elle est annoncée à 380 Nm. Et en fait, donc tu vois qu'elle les prend dès 2000 tours minute. Et elle maintient la courbe est flat jusqu'à 5500 tours minute. Ça c'est pour le couple, donc tu as 380 Nm sur une large plage. Et la puissance max, elle est atteinte justement à 5500 tours minute. Tu as une pointe, tu as une crête à 300 chevaux et derrière elle régule à 290 comme annoncé d'origine, jusqu'au moteur qui est à 6008. Donc tu vois au niveau du compteur, tu me disais là, l'histoire du 300, si j'appuie sur View, tu vois il te change t'as différents modes d'affichage. Ouais. Là je prends à droite. Ah ouais, exact, on ira à droite. Donc ça rappelle un petit peu les compteurs des autres de la phase à fond. Mais alors du coup, quand on dit restylage, est-ce que la tienne par exemple c'est une phase 1 et celle-là une phase 2, ou est-ce qu'on considère qu'il n'y a eu qu'une seule phase qui a été restylée, à savoir celle-là? Je pense qu'on considère qu'il n'y a qu'une seule phase qui a été restylée et que c'est celle-ci, hein, je pense. Hein. Ouais. Je suis pas spécialiste honnêtement du truc, mais je vois pas d'autre restylage que celui-ci qui a été fait en 2017 au niveau de la partie esthétique. Puis après, l'évolution moteur qui a été faite sur les dernières versions avec le FAP et la DLG7. Ils la proposent pas en manuel celle-là? Avant, elle était disponible en 3 portes et en manuel sur les phases 1. Et puis après, sur la fin, ils ont arrêté. Tu pouvais l'avoir que en 5 portes et en DLG7. Donc tu vois ici, tu as un bouton, tu peux choisir différents modes. Tu as confort, sport, Cupra, individuel. Tu vois, moi je roule en mode éco quand je suis en individuel. J'ai fait du 6 litres au 100 comme je te disais pour venir. Donc du coup, tu disais que pour venir, tu as fait seulement du 6 litres au 100 en étant en mode éco et en roulant, j'imagine. Franchement, limitation, mais ni en dessous ni au-dessus quoi. Ouais. Ok, parce que sinon, c'est une voiture qui consomme. À froid, ouais. Avec le FAP, je pense que c'est pour le faire chauffer. Les 5 premières minutes, franchement, elle consomme comme pas possible. Ça, c'est assez chiant. Alors, je sais pas si ça le fait surtout pendant les périodes où il fait froid et est-ce que ça va se calmer quand il fait chaud comme aujourd'hui. Hein, mais c'est vrai que les 5 premières minutes, tu vois la conso moyenne, tu fais du 15 litres au 100 alors que t'as pas avancé, tu comprends pas trop. Ouais, donc, autant dire que pour le quotidien, pour aller au boulot sur les petits trajets, ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup, effectivement. Mais sinon après, si on parle de conso moyenne. Conso moyenne, on va dire entre 7 et 10 litres au 100 en fonction du type de route et si tu as le pied lourd ou le pied léger quoi. Mais sur route c'est ça, tu vois, pour donner un ordre d'idée, sur l'autoroute à 130 si je dis pas de bêtises, je dois être à 2300 tours minute avec la boîte 7, donc c'est super bas et je suis à 8,5 litres de moyenne. C'est une 2019, on a un FAP. Ouais. Donc le FAP, c'est quoi son rôle en fait exactement? Il te réduit un petit peu la puissance, déjà tu as moins de bruit avec un FAP. Ouais, alors ça diminue effectivement le bruit, on a pu s'en rendre compte. Après, bon, t'as un son artificiel qui sort des enceintes quand t'es en mode sport et en mode Cupra, et moi je trouve qu'il est bien fait. Après, chacun son avis sur la question, mais le FAP, il vient après le catalyseur. Lui, il vient traiter en fait les particules fines. C'est pour répondre aux dernières normes Euro 6, hein, certainement. Là, on est en mode éco, c'est vrai que c'est silencieux. Ouais, complètement. Et bon, même avec ta configuration, parce que tu as quand même retiré l'intermédiaire, non, c'est plutôt silencieux. Pareil, j'ai pas entendu de craquement. C'est comme en mode sport que tu as des retours et c'est mi-régime sur les alentours des 3000 tours minute. Je vais me mettre en mode sport si tu veux. Ouais. Alors, on entend que c'est déjà un peu plus petit. Mais bon, moi c'est aussi pour ça que je l'ai acheté, c'est son côté polyvalent, où elle a vraiment plusieurs visages.
fait, cette voiture-là, à la base, j'étais pas du tout fan hein, d'un point de vue esthétique, etc. Et puis j'ai eu l'occasion qu'on me la prête pour une semaine et j'ai eu un vrai coup de cœur pour la voiture. Et tu vois, quand j'ai eu l'occasion d'en acheter une, je l'ai achetée parce que le fait qu'elle puisse être performante sur circuit et sur la route, vraiment qu'elle se conduise comme un véhicule traditionnel, qui te fatigue pas, qui est pas bruyant, qui consomme pas des masses, tu te dis c'est impressionnant quoi, ce qu'elle est capable de faire. D'autant plus qu'elle est confortable. Donc tu parlais d'une potentielle utilisation circuit. T'as entendu les retours? J'ai pas entendu, mais je pense que ça s'entendra à la caméra. Voilà. En décélération un petit peu. Ouais, c'est ça. Bon, après, plus elle est chaude, plus elle l'est fait. Bon, là, forcément, comme on veut pas trop, on n'a pas l'occasion de taper. Ouais. Donc, je reviens sur ce que je disais. Donc, du coup, tu parlais d'une potentielle utilisation circuit. Donc, tu envisages d'en faire? Ouais, tout à fait. J'ai acheté un set de roues pour ça. Ce châssis est réputé sur circuit? Ah bah ouais, elle faisait partie des leaders de sa catégorie. Hein. Quand elle est sortie, elle était devant les Mégane RS, etc. Il n'y a que la Honda Civic Type R qui a réussi à la détrôner. Et qui est en boîte mécanique en plus. Donc le châssis est plutôt réputé bon sur circuit, et ça fait partie aussi de des raisons pour lesquelles tu l'as acheté. Mais la meilleure preuve qui soit, il suffit de regarder un peu sur le circuit du Nürburgring, donc en Allemagne. Il y a pas mal de gens qui ont des Leon Cupra avec qui cette fois-ci sont préparés. Ils font des chronos assez exceptionnels, ou même ne serait-ce qu'à Spa. Il y en a un, il avait une version boîte méca, juste un échangeur, une reprog. Il faisait des chronos incroyables, hein. tout en haut du rayon, il prenait quasiment 2,50. Ouais. 2,50. Ouais, c'est effectivement, ouais. Mais du coup, le châssis est meilleur que sur la Golf. Alors ouais, ça c'est une vraie question. C'est vrai que dans tous les essais, à chaque fois, la Leon, elle met une pilule à la Golf. Et pourtant, bon, tu te dis c'est la même base châssis. Alors à moins qu'il y ait des réglages de train roulant qui soient différents. Moi quand je l'ai acheté, j'ai posé la question à gauche, au vendeur. Il me dit ouais, là, les réglages de la TCR. Et bon, vu qu'au niveau des chronos, la TCR à chaque fois elle se fait démonter par la concurrence, j'ai quelques doutes quand même. Mais s'il y a des gens qui travaillent du coup chez Volkswagen au siège, qui ont l'info, moi ça m'intéresserait de savoir effectivement s'il y a une différence au niveau des trains roulants ou pas. Comme on l'a dit, donc la voiture n'est pas reprogrammée, donc tu peux peut-être ralentir ton allure et nous montrer ce que ça donne une bonne petite reprise. Ouais. Donc tu partirais sur quel rapport? Voilà, je vais me mettre en deuxième. Ah, ça pète bien déjà là. Ouais, quand ça chauffe. Donc en deuxième, voilà. Allez, vas-y, montre-nous. Donc déjà on voit que la puissance passe bien au sol, hein. Il n'y a aucun souci, même en deuxième, hein. Alors ça quand même, petit point de vigilance. Sur les anciennes, ils mettaient de série des pneus Continental Sport Contact 6, et sur celle-ci, sur les dernières, ils sont passés en Sport Contact 5, et franchement, dès que c'est un peu gras, humide, la puissance elle passe plus au sol. Ça c'est un peu dommage. Sur le sec, bon ça va, là on est dans des conditions idéales, mais j'aurais préféré qu'ils mettent les mêmes pneus qu'avant, ou alors du Pilot Sport 4S, des choses comme ça. Peut-être que c'est pour des raisons d'homologation et de malus hein, qui sont repassés sur les Conti Sport 5. Les chronos ont régressé hein, puisqu'ils annonçaient le 1000 mètres départ arrêté en 25,5. Bon, moi comme tu as vu, j'ai une performance box, je l'ai mesuré, je suis à 24,7. Ouais. 0 à 100, ils annoncent 6 secondes, je suis pile à 6 secondes, et sans utiliser le launch control. Ah, j'aurais pensé mieux, tu vois, pour le 0 à 100. Ouais, mais en fait, c'est le 0 à 100 qui a fait une Clio 4RS, donc comme la mienne, reprogrammée, hein, 6 secondes. Hein. 6 secondes 7 d'origine et 6 secondes à peu près avec la reprog. En fait, c'est un 0 à 100, plus que la puissance, ce qui fait quand même la différence, c'est vraiment la motricité, quoi. Et avec des meilleurs pneus. Avant, je me demande si elle n'était pas en 5,7, la tienne, Lucas. Je sais pas exactement, je t'avoue que... Et par contre 0-200, 18 secondes 6, donc ça fait un 100-200 en 12 secondes 6. C'est 12 secondes 6 pour le 100 à 200 d'origine. Ouais, ça commence à être très très intéressant. Pour avoir tiré compte des 308 GTI les dernières, je suis loin devant dès que je passe la 3. Ouais. BMW, les F21, donc en 1.35 i, 320 chevaux. Ah ouais, ça marche bien, ça même d'origine, ça marche plutôt bien ça. Ça marche bien. Je pensais pas et pourtant j'étais devant. Et la seule avec laquelle j'ai fait un côte-côte parfait, c'était une Mégane 3 RS préparée à 330 chevaux. Et vraiment on faisait un côte-côte parfait. Donc j'étais bluffé. Tu te dis, je l'ai passé au banc, elle sort 290 et pourtant je tiens des voitures qui sortent plus de chevaux. Ouais, mais c'est vrai que les Leon Cupra, je sais qu'elles sont quand même réputées pour marcher vraiment fort. Elles sont dessus de la moyenne hein, en perf. Ouais, clairement. Il est où le secret hein? Il est où le secret? Je pense qu'il est dans les chiffres, je pense qu'il est aussi dans la boîte auto qui est très efficace.
Alors, les anciennes qui étaient en boîte méca faisaient des meilleurs chronos que les versions de DSG. Hein. Alors ça c'est curieux ça. Bah, tu sais, la DSG, l'air de rien, tu rajoutes 21 kg au niveau des masses non suspendues. Et tu regardes des 100-200 et même au-delà de 200, tu vois clairement une différence entre deux versions stock, une boîte méca et une boîte DSG. La boîte DSG, elle est un peu derrière. Ouais, c'est marrant, j'aurais pas pensé, tu vois. Et de la même façon qu'entre les 3 et les 5 portes, tu avais 25 kg d'écart. Ouais, ok, donc ça commence à faire à peu près 50 kg d'écart, donc par rapport à ce que tu viens de nous dire précédemment, donc ouais, peut-être que ça joue là-dessus, et encore, hein. Franchement, quand tu vois l'efficacité en fait de la DSG, j'ai du mal à croire que seulement 50 kg sont... Ouais, qu'il y ait quand même une différence, quoi. Après, c'est rapide au passage de rapport, mais après, à mon avis, les rapports, l'étagement des rapports, il doit être à peu de choses près identique. Donc, si après, à gauche, au niveau des masses dynamiques, tu as 21 kg de moins sur une boîte méca, ça se comprend aussi que ça fasse la différence. Et en parlant d'étagement de boîte, du coup, c'est une boîte qui est longue sur la Cupra? Bah, en fait, c'est simple, c'est une boîte 6+1, quoi. La 7ème, c'est vraiment un overdrive. Conso. Ouais, exactement, c'est ça. Ouais. Les 6 premiers rapports, je suis sûr, ils sont étagés comme les anciennes DLG6 et qu'ils ont simplement ajouté un. Ils se sont pas fait chier. Ah, j'en suis convaincu. Ouais, c'est après à vérifier. En tout cas, s'il y a un écart, il est vraiment très faible. Je m'étais amusé à regarder justement des vidéos où ils emmenaient au maximum une DLG6 et puis la mienne DLG7, et les passages de rapport se faisaient au même vitesse. Ah bah ouais. T'aimes bien ces petits éléments de comparaison, toi? Moi j'aime bien, ouais, précis, avoir une approche un peu scientifique des choses. Non, t'as raison. Allez, vas-y. T'as vu là, ça patinait un peu. Un petit peu. Ouais, ça marche bien. Tu te sens en confiance en ville, tu vois. Ouais, tu te sens en confiance. Non, mais plus sérieusement, tu te sens quand même en confiance. Ouais. Puis pareil, c'est des voitures qui pointent fort, ça. Et j'imagine que même quand tu es à des vitesses élevées, ça bouge pas, quoi. Ouais, non, c'est stable, c'est stable. C'est stable. Ouais. Alors, chose qui est vraiment sympa, c'est vrai que le train arrière, il est super mobile. Quand tu arrives dans un virage un peu vite, avec du frein, tu sens que l'arrière il est léger, il se déleste. Ouais. J'ai hâte de voir sur circuit. Sur circuit, ça peut être très sympa, tu vois. Ah ouais. Je pense que de toute façon, tu regardes les essais là de Caradisiac avec Soel Ayari. Ouais. Putain, il ira tout droit. Il se régalait avec la caisse. Hein. Il l'avait encensé comme pas possible. Les plus et les moins sur cette voiture. Ah, question très très difficile que je n'ai pas préparée. Alors, l'écran est noir. Non, bon, je vais improviser. De toute façon, j'ai de tête. Les points positifs, c'est que le moteur là, de l'ITFSI, il est commun aux marques Volkswagen et Audi. Du coup, on trouve facilement des pièces. Il est archi connu, il est réputé plutôt fiable selon les années. Parce qu'il y a quand même eu des problèmes de pompe à eau, de turbo et de chaîne de distribution dans les années précédentes. Mais il est réputé pour pouvoir être facilement convertible, enfin bien accepter le flex fuel et accepter des prépas plus importantes, et en plus franchement marcher au-dessus de ce que proposent les concurrentes. Donc projet flex, voilà. Après, point positif, les freins surdimensionnés à l'avant. Après, un petit point de vigilance, apparemment ils auraient une certaine facilité à se voiler si on en croit les forums. Bon, on verra. Je confirme. On verra si c'est pas Lucas qui savait pas freiner et faire refroidir ses freins. Ensuite, moi j'aime bien l'équipement qui est vraiment super complet. T'as Apple CarPlay, bon, la clim, l'allumage automatique des phares, etc. Enfin, pour moi il manque rien. Donc ça, c'est vrai que tu as la sensation de rouler dans une voiture qui est moderne. Même les suspensions, elles sont pilotées, hein, donc en fonction du mode que tu choisis, elles vont être plus ou moins rigides, plus ou moins fermes. Je peux mettre un point positif, c'est le fait que d'un point de vue extérieur, elle est très discrète. Moi, je le mets aussi en point négatif. Hein. Et moi j'aime bien. Voilà, tout dépend de ce qu'on recherche. Moi, je préfère les trucs un petit peu plus marqués, affirmés en termes de tempérament sportif. Mégane KTRS Profi ou FK8. Exactement, ouais. Là, on dirait vraiment une Léon TDI 110 à laquelle on a mis des jantes 19. Hein. Point important, l'air de rien, c'est la tenue de la cote du véhicule dans le temps. Ah, franchement, c'est des véhicules sur le marché de l'occasion qui sont quand même un peu surcotés. Donc ça, c'est quand même un point positif quand tu achètes un véhicule, de te dire, bon, je vais pas me manger une décote de 8-9 000 € par an. Le son artificiel du moteur qu'on a pu entendre, moi je trouve qu'il est bien fait. Personnellement, je trouve qu'il est plus réussi que dans les BMW où ça fait plus vaisseau spatial que voiture électrique que bruit noble d'un 6 cylindres.
Et après, si on doit passer du coup dans les points de vigilance, les points plus difficiles, les points faibles, on a évoqué le design, la qualité du son audio, moi que je trouve, donc il y a le son Beats Audio. Moi je trouve que le son il est pas super net et de base il est trop axé sur les basses, sur les graves. Bon après chacun appréciera en fonction de ses goûts. La définition donc de l'image de la caméra de recul, j'en ai parlé tout à l'heure, hein, je trouve que... On t'a déjà donné la solution, hein, tu fous une GoPro au cul et c'est bon. Hein. C'est ça. Ensuite, on en a parlé tout à l'heure, la consommation à froid, j'imagine que c'est par rapport aux normes d'homologation, où vraiment ça surconsomme et je pense que c'est fait simplement pour faire chauffer le FAP, hein, je crois qu'ils ont 5 minutes pour le mettre à une certaine température. Dans les autres points de vigilance, donc on a parlé des freins de RS3 où les disques apparemment ils seraient assez fragiles. En termes de prix, faut compter 700 € du coup chez Seat, hein, le prix officiel c'est ça. Mais sinon il y a des marques comme Zimmermann qu'on peut trouver moins cher sur internet. Point négatif, effectivement la suppression du bruit du phare quand on passe les rapports. Ça c'est très dommage. C'est vrai que c'est... Alors il est toujours présent, tu l'entendras sur la GoPro qui fixe à l'arrière, il est toujours présent mais il est beaucoup moins prononcé. Puis écoute, voilà, hein, dans les principaux points faibles, je crois que je l'ai assez matraqué comme ça la voiture. Ouais. Il n'y a pas besoin d'en rajouter. Non mais bon, pour résumer, t'en es quand même content et comme tu disais au départ, donc t'avais pas pour projet d'en acheter une, tu l'as essayé, tu as eu un coup de cœur. Et ça a été une révélation, réellement ça a été une révélation parce que je me suis dit attends, elle est capable de tout faire, elle marche du feu de Dieu, elle est fiable, on trouve des pièces, elle est capable de faire du circuit et de faire des très bons chronos si on en croit les essais officiels. Et ça a de la gueule, c'est beau. Voilà, ensuite c'est discret, si, ouais, c'est discret, ça cache tellement bien son jeu, c'est génial. C'est vrai que de ce côté-là, quand tu passes et qu'il y a un contrôle de police, ils te regardent même pas. C'est vrai que ça c'est un point positif, c'est un point positif. Et puis bon comme on a dit, ouais, l'équipement. Non, moi j'en suis ravi de cet achat, je le valide et surtout pour le prix. Tu te dis t'as aucune équivalence, une Mégane RS c'était beaucoup plus cher. Allemande. Franchement, une vraie allemande. C'est ça, c'est une allemande discount alors que il a dit une allemande discount. Non mais c'est vrai, et tout à l'heure on en parlait, 15 000 € d'écart avec une ouais, non, c'est vrai qu'il y a un écart assez important alors qu'on retrouve une qualité qui est quasi similaire. Comme je te disais, là c'est moussé à fond. C'est vrai que tous les matériaux quand tu touches, tu te dis ça fait pas de chip. La direction, tu sais, c'est une direction assistance variable en fonction si tu es à basse vitesse ou haute vitesse. C'est vraiment full équipé quoi. Moi je trouve ça. À droite, ouais. Je valide et je recommande, je préconise à tous les gens qui veulent les sportifs de cette catégorie qui soient capables de tout faire et d'être polyvalente, de partir sur une Leon Cupra, c'est un excellent choix. Bah écoute, moi pour faire un petit résumé rapide, la voiture me plaît, donc je le redis une dernière fois, moi j'aime ce côté un petit peu discret et agressif à la fois, notamment avec les feux qui ont sur les extrémités qui sont pointus, je trouve ça très agressif, les rétroviseurs aussi, très très joli. La couleur j'aime beaucoup. Et puis on a un vrai freinage quoi, on a une voiture qui est apte quasi d'origine, bon, après bien sûr il faut rajouter le liquide de frein de température, à faire de la piste en fait. Ouais, t'as rien à... Ça j'aime beaucoup, c'est un très bon point. Puis sinon, moi de mon côté, ce qui me plaît vraiment le moins, c'est d'avoir perdu ces bruits de craquement. Ils sont très réduits, ils ont quasiment disparu. Moi je trouve qu'on les entend quasiment pas. Mais tu peux les récupérer, hein, sur reprogrammation moteur, tu peux les récupérer. Hein. Ouais, donc ça reste du détail. Bon, on va dire sur une configuration origine. Voilà, moi c'est juste ça qui me manque. Aussi peut-être le bruit intérieur qui est trop discret. Bon, qui est comblé avec le bruit artificiel. Mais sinon, je trouve que c'est une bonne caisse. Non, mais c'est. Et pour le prix que tu as déboursé, attends, tu peux difficilement demander plus. Tu te dis ça une fois reprogrammé en stage 1, c'est en dessous des 24 secondes au 1000 mètres de par arrêté pour une traction. T'as quoi d'autre ouais, et stage 1, t'as surtout 350, 360. Ouais, t'es plutôt dans ces eaux-là. Avec la boîte à air, tu peux même aller tutoyer les 380 chevaux, quoi. Hein. Ouais. Tutoyer. Ok. Voilà. Bon, bah merci Bruno pour la présentation et on se retrouve certainement pour une prochaine, pour peut-être un autre vlog ou un essai, un track day, je sais pas, mais on aura l'occasion de se recroiser. Inch'Allah. Bon, allez, à plus. Salut tout le monde.